J'ai fait une escale à Bali et puis je suis passé à travers les Maldives pendant le tour du monde, de voir des plages avec des plastiques à perte de vue, de marcher littéralement dans les plastiques sur les abords des côtes et tout, tu peux même pas imaginer que ce soit concevable, quoi. Et ça, on t'explique qu'il y en a partout sur l'île, qu'il y en a partout sur les îles d'à côté. Et puis quand je traversais les Maldives, en 1981, il n'y avait pas un sac plastique. C'était le paradis absolu. Je me souviens des plongées en apnée qu'on avait fait, et là-bas, c'était dingue. Et là, je suis arrivé à 20 km des Maldives et déjà, je vois des plastiques à perte de vue. J'en vois partout. Je me dis, comment c'est possible? C'est tellement un endroit magique que c'est presque insupportable. En 1950, le grand magazine américain Life mettait en scène la révolution du jetable, rendue possible par la démocratisation des produits en plastique. En couverture, on voyait un jeune couple exultant au milieu d'un ouragan d'assiettes, de couverts, de gobelets multicolores. You're watching The Plastic Man Comedy Adventure Show. The possibilities of plastic. C'est le matériau roi. Plastics help save you from dents. C'est une fierté nationale. Des maisons 100% plastique, des voitures aussi, des avions. Plastics make it possible. The most amazing food wrap. Clings like magic. La promesse est belle, les articles jetables réduisent les tâches ménagères. Légers, pratiques, pas chers à fabriquer, remplaçables. Le plastique nous a libérés. Il nous a permis une vie moins contraignante et plus hygiénique. Il a accompagné l'émancipation des femmes, comme les grandes avancées médicales. Aujourd'hui, le plastique est partout dans notre quotidien. Où que vous soyez, en ce moment même, il y a fort à parier qu'il y ait du plastique autour de vous. Et il est aussi là où il n'a rien à faire. Depuis les profondeurs de la fosse des Mariannes jusqu'au sommet de l'Everest. Le plastique représente aujourd'hui la fraction la plus importante, nuisible et persistante de la pollution marine, soit au moins 85% de la totalité des déchets marins. Ce que l'on sait moins, c'est que la pollution plastique, telle que nous l'expérimentons aujourd'hui, est un phénomène qui ne fait que commencer. 11 millions de tonnes. Un camion poubelle de 17 tonnes toutes les minutes. C'est la quantité de déchets plastiques rejetés chaque année dans les océans. D'ici 2040, le volume de plastique qui viendra envahir les océans aura déjà doublé. Quand les enfants nés aujourd'hui auront 20 ans, à quoi ressembleront leurs océans? Si nous ne faisons rien, nous atteindrons en 2050 un point de bascule, les 750 millions de tonnes de plastique, le moment où les océans compteront plus de déchets plastiques que de poissons. Ça, c'est si nous ne faisons rien. Mais nous croyons qu'il est toujours temps d'agir. Des films pris par satellite ont clairement montré comment, au-dessus de l'Antarctique, s'accroît d'année en année le trou dans la couche d'ozone. L'accord de Montréal, qui doit maintenant être ratifié par les 46 gouvernements, est donc un accord fondamental pour tout l'avenir de la vie sur la Terre. Dans les années 70, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. La couche d'ozone se dégrade. Ce traité, le protocole de Montréal, interdit les substances détruisant la couche d'ozone comme les CFC, les chlorofluorocarbures, utilisés dans l'industrie du froid. D'autres signatures s'ajoutent progressivement à l'accord, qui devient le premier traité à atteindre la ratification universelle, soit 197 pays, en 2009. Cette mobilisation internationale a prouvé son efficacité. En 2019, la NASA annonce que le trou est au plus bas depuis sa découverte. Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde à dire que le protocole de Montréal a permis d'éviter une augmentation de la température de 2,5 degrés. L'humanité peut-elle parvenir à s'unir une nouvelle fois contre une menace environnementale? Peut-on arrêter l'invasion des déchets plastiques? Et d'ailleurs, que savons-nous sur le sujet? C'est quoi exactement la pollution plastique? Est-il possible d'arrêter ce raz-de-marée? Qui doit agir? Comment? Déferlante de plastique ou déferlante d'espoir? Pour cette enquête, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui vivent la pollution plastique au plus près. Habitants des océans, scientifiques, citoyens engagés, industriels,
économistes, leaders d'opinion, humains de tous âges et de tous horizons, pour comprendre le coût réel de nos déchets plastiques, découvrir des solutions et comprendre comment agir. Vous écoutez Les Déferlantes, une enquête réalisée par The Sea Cleaners. Je m'appelle Emma Thomas, j'ai 18 ans, j'habite à La Réunion et je fais mes études en licence de biologie en première année. Je suis née en France et après quand j'avais 4 ans, mes parents ils ont eu une mutation en Polynésie. Du coup je suis partie vivre en Polynésie sur un voilier. Une fois qu'on avait fait nos 4 ans là-bas, en fait au lieu de rentrer directement en France, on a pris notre voilier et on a navigué jusqu'en Australie. Après en Australie on a fait un petit road trip et on est rentré en métropole. Après, on est reparti en Nouvelle-Calédonie. Après, on est rentré en métropole. Et puis là, on est retourné à La Réunion. J'en garde de très, très bons souvenirs. Et en fait, ça ouvre l'esprit vu que j'ai pu rencontrer plein de gens qui avaient des cultures différentes, qui étaient très différents de moi, d'autres qui étaient similaires à moi. Et donc ça ouvre l'esprit. Et aussi le fait de grandir au contact de la nature et de voir en fait tout ce que la nature nous offre chaque jour. Ça a développé une sensibilité et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que je me bats en fait pour préserver ça quoi. Moi quand j'ai grandi en Polynésie, on naviguait énormément vu qu'on habitait sur le voilier et c'était rare quand même de voir de tomber sur du plastique dans les océans. Et je me rappelle, après bon je suis enfant donc je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés, mais je me rappelle pas non plus que les plages étaient ultra polluées par des déchets. Aujourd'hui chaque fois que je vais sur une plage, y a plein de déchets dès qu'on s'éloigne de 10 mètres de la mer. Le fond des plages, il y a plein de plastique de partout. Et aussi, il y a pas très longtemps, avec ma famille, on était partis faire du voilier en Grèce avec des amis. Et là, on avait vu des dauphins et notamment, il y avait des dauphins qui avaient des sacs plastiques coincés en fait autour de leurs nageoires. Et là, je me suis dit, mais enfin, comment on en est arrivé là, quoi? J'ai un lien avec l'océan dans le sens où ça m'a tellement construit, fait rêver, apporté plein de choses que je sais pas comment expliquer, mais oui, il y a ce lien avec l'océan où quand je me retrouve face à la mer, je sens que, enfin, c'est une partie de moi. Et le fait de savoir qu'aujourd'hui on est en train de détruire ça, c'est comme si en fait je perdais une partie de moi et je perdais quelqu'un presque qui m'aide en fait à avancer dans la vie et à voir plus loin. Bah il y a de l'émotion forcément quand je fais ce combat-là. Quand j'ai nagé avec des baleines et c'était juste magnifique, il y avait la maman baleine avec son baleineau et nous on était là, on avait pu s'approcher et c'était majestueux. Non mais ouais, c'était un moment magique. On se dit en fait notre espèce elle se sent ultra supérieure puis à tout détruire comme ça et quand tu te retrouves face à une baleine tu te dis oh en fait voilà un peu d'humilité. Moi samedi je suis allée à la plage et j'ai beaucoup trouvé de capsules de bière, tout ça et des bouteilles en plastique parce qu'il y a des poubelles sur la plage mais ils jettent à côté et ils visent pas le trou, c'est pour ça. Le plastique, ça pollue beaucoup la planète parce que à cause du vent, ça va dans les océans, dans les lacs. C'est les déchets qui sont fabriqués avec attends, comment ça s'appelle déjà ? Avec du pétrole un peu et du coup ça pollue beaucoup la planète. Alors moi ce que j'appelle les larmes de sirène, c'est en fait des microplastiques et on les retrouve souvent et c'est des formes de petites billes transparentes, toutes rondes, toutes petites, vraiment comme ça. Et donc en fait ça c'est du plastique qui a été érodé mais qui n'est pas décomposé et qui malheureusement apparemment ces petites larmes de sirène ne seront jamais décomposées. Donc elles vont rester dans cet état-là et c'est ça aussi qui détruit notre écosystème.
Maud Lecard est surfeuse professionnelle, membre de l'équipe de France de surf, mais aussi artiste et fondatrice de l'association Save la Mermaid, qui lutte pour la protection des océans. Comme Emma, elle a vu la pollution plastique envahir nos côtes, son terrain de jeu. Moi, je suis originaire et je suis née sur l'île de Saint-Martin, où c'est une petite île de 7 km sur 14, et je suis vraiment bordée d'océan. Donc, on va dire que pour moi, c'était comme une évidence. Et à 12 ans, en fait, j'ai commencé à surfer et depuis ma première vague, vraiment, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, wow, voilà, c'est ce que je veux faire. En tant que surfeuse et en passant toutes mes journées dans l'océan, je suis confrontée à la pollution plastique, malheureusement, de plus en plus. Je pense que la première fois que j'ai vu ce phénomène, ou en tout cas que je m'en suis rendu compte, c'était il y a 7-8 ans, où vraiment je me suis fait la remarque que tous les endroits où je voyageais dans le monde, je voyais de plus en plus de plastique qui flottait dans l'océan ou sur les plages, du microplastique. Et là, ça devient affolant parce que c'est vraiment à l'échelle mondiale. Toutes les compétitions, tous les voyages qu'on fait, on retrouve de plus en plus de plastique. Et nous, en étant dans l'océan toute la journée, en profitant des vagues, c'est vrai que de voir un milieu aussi magique qui est détruit par nous les hommes et par le plastique, c'est catastrophique, quoi. En France, sur la région du Sud-Ouest, la pollution plastique et surtout notamment les microplastiques qu'on retrouve partout sur les plages et dans l'eau de mer qu'on voit flotter, ça c'est de plus en plus. Et là, c'est les 5 dernières années, je dirais. Maintenant, ça devient super compliqué, quoi. Il n'y a pas une fois où moi, quand je rentre du surf, je ramasse quelques déchets. Il y en a toujours à profusion. J'en mets un peu dans les combis dès que je peux dans l'eau quand ça flotte. C'est horrible, quoi. Et encore plus quand on a les tempêtes, on a carrément des produits qu'on voit, c'est des écritures chinoises ou des choses comme ça. On est là, ah oui, ce plastique, je sais pas s'il a vraiment voyagé de l'autre bout du monde, mais je pense que on se rend pas compte de l'océan, tout ce que ça engrange, quoi. Quand on parle de la pollution plastique des océans, les témoins rapportent tous la même chose. Une déferlante de plastique rapide, brutale, qui envahit les plages, les eaux, les fonds marins. Que s'est-il passé ? Bien que le plastique soit utile à de nombreux égards, nous sommes devenus dépendants du plastique à usage unique ou jetable, avec de graves conséquences pour l'environnement. Dans le monde, 1 million de bouteilles en plastique sont achetées chaque minute, tandis que 5 000 milliards de sacs en plastique à usage unique sont utilisés chaque année. Au total, la moitié du plastique produit est conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois, puis jeté. Les déchets plastiques sont désormais si omniprésents dans l'environnement naturel que les scientifiques ont même suggéré qu'ils pourraient servir d'indicateur géologique de l'ère anthropocène, cet âge du monde où les humains prennent le contrôle et deviennent la principale force de changement sur Terre. Moi, j'ai 2 grandes images qui me reviennent. C'est les 2. J'ai fait une escale à Bali et puis je suis passé à travers les Maldives pendant le tour du monde. De voir des plages avec des plastiques à perte de vue, de marcher littéralement dans les plastiques sur les abords des côtes et tout. Et ça, on t'explique qu'il y en a partout sur l'île, qu'il y en a partout sur les îles d'à côté. Et que c'est devenu presque dans le décor naturel. Puis quand je traverse les Maldives, c'est pareil. Les Maldives, j'avais été avec mes parents. Il y avait, à l'époque, en 1981, il n'y avait pas un sac plastique. C'était le paradis absolu. Je me souviens des plongées en apnée qu'on avait fait. Et là-bas, c'était dingue. Et là, je suis arrivé à 20 km des Maldives et déjà, je vois des plastiques à perte de vue. Je traverse les Maldives, j'en vois partout. Je me dis, waouh, comment c'est possible, quoi? C'est un archipel si petit, où il y a si peu de monde, où il y a si peu... Oui, il y a des touristes, mais comment, avec si peu de monde, on peut polluer autant l'environnement? Et c'est tellement un endroit magique que c'est presque insupportable. Lui, c'est Yvan Bourgnon, navigateur et fondateur de l'association The Sea Cleaners. La mer, il l'a dans le sang depuis tout petit. Il sillonne les océans depuis l'âge de 8 ans. Il les a vus se dégrader, se réchauffer, s'acidifier, se plastifier. Il a décidé d'agir. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'emmènent faire le tour du monde en bateau pendant 4 ans. Et donc de vivre une expérience comme ça, enfant, de voyage incroyable au début des années 80, c'était dingue. C'était la plus grande école de la vie que je pouvais espérer. Et donc du coup, ça a conditionné évidemment le restant de ma vie. J'ai plein de souvenirs, plein la tête, même si j'étais enfant, que j'avais 10 ans, de ces moments-là, des attaques de pirates, les pêches de dorade ou de thon qu'on faisait à bord.
Ce que je retiens, c'est qu'on a vécu en fait pendant 4 ans avec rien. On avait très peu d'argent, on avait besoin de rien, juste un short, des fruits et un peu de poisson. Et on était les enfants les plus heureux du monde. Et plein de beaux souvenirs qui ont conditionné l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà. On a eu la chance de s'arrêter plusieurs mois aux îles Marquises avec mes parents, et donc j'ai eu la chance d'aller à l'école là-bas, et je peux vous dire que c'était un séjour incroyable, parce que quand tu vas à la nage ou en planche à voile à l'école, que tu te retrouves sur une école en plein air, qu'à la récréation tu vas nager, que tu apprends à sculpter, que tu apprends une vie toute simple, voilà, et tu te rends compte que voilà, t'es pieds nus, tu manges avec les doigts à la cantine, donc moi c'est mes meilleurs souvenirs, parce que voilà, c'était ça la vie pour moi. Ce qui a été compliqué, c'est le retour finalement à terre après le tour du monde, où là on m'exigeait de mettre des chaussures, on m'exigeait de manger avec une fourchette et un couteau. J'avais l'impression que la vraie vie c'était pas ça, au contraire. Il y a eu tout d'abord ce tour du monde en famille, évidemment, où là je vois beaucoup de beaux dauphins, de poissons, de cachalots, et pas de pollution plastique, très peu d'hydrocarbures. Vraiment, il y avait très très peu de pollution. Ça, c'est le début des années 80. Et puis après, j'arrive dans le milieu de la compétition, dans les années 90. Je commence avec mes bateaux à heurter des containers, à heurter des débris, à abandonner régulièrement. Moi, parfois, j'ai abandonné une fois par an sur des compétitions juste parce que je tapais sur un container. Et puis après, il y a eu ce tour du monde de 2013 à 2015 que je fais sur ce petit catamaran de sport, où je suis à ras de l'eau, où là j'ai la chance de naviguer le long des côtes indonésiennes, Sri Lanka, Maldives. Et puis là, voilà, je prends la pollution de plein fouet, voilà, avec mon bateau qui s'arrête régulièrement, coincé par ces morceaux de plastique que je suis obligé d'enlever, que je peux pas vraiment collecter parce que j'ai pas la place de le faire. Quand je navigue vraiment en Indonésie, le long des côtes du Sri Lanka, de Java et de Bali, là je suis vraiment le cœur du problème, et je prends conscience pleinement du drame, et voilà, et je pensais pas que c'était à ce point, même si on m'en avait parlé, même si j'avais déjà un peu vécu. Je ne pensais pas que c'était dans cette mesure-là. Et donc c'est là évidemment que l'électrochoc se passe. Je rentre de ce tour du monde, je perds mon frère en plus à ce moment-là, et je me dis c'est bien, t'es un super compétiteur, tu vas vite d'un point A à un point B, tu fais des records, des machins, mais il y a peut-être mieux à faire aujourd'hui, et voilà, on n'est pas nombreux à constater cette pollution, on n'est pas nombreux à le vivre, donc c'est peut-être à nous aussi à faire passer les bons messages là-dessus, et à faire changer les mœurs, et à se battre pour nos océans. Comment en sommes-nous arrivés là ? Nous avons demandé à Stéphanie Pouey, directrice de la sensibilisation de The Sea Cleaners. On estime que la naissance du plastique remonterait à 1862. Une première matière a été créée qui s'appelait la parkésine. On l'a appelée parkésine parce que c'est son inventeur qui s'appelait Alexander Parkes, et qui aurait présenté cette première matière lors de l'Expo universelle à Londres. Et puis ensuite, il y a de nouvelles matières plastiques qui ont été développées au cours du temps. Donc il y a par exemple le PVC, qui a été utilisé notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il servait d'isolant pour les câbles des navires. On a aussi le PET, donc le polyéthylène, donc ça c'est une histoire assez marquante. En 1978, donc le géant Coca-Cola a décidé de remplacer ses bouteilles en verre par des bouteilles en plastique, et c'est à ce moment-là que le PET, la production de PET a explosé, puisque les bouteilles sont faites à partir de PET. Et ensuite, tous les producteurs de boissons se sont mis à utiliser, comme Coca-Cola, des bouteilles en plastique. Et après, il y a d'autres matières comme le PP. Donc le PP, c'est le polypropylène. On en a partout dans nos maisons, dans nos canalisations, dans les réfrigérateurs, les emballages alimentaires. Donc voilà. Et ce qui est fou avec l'histoire du plastique, c'est que finalement c'est une matière qui est assez récente, puisque on estime que la moitié du plastique a été produite depuis les années 2000, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, on consomme 265 fois plus de plastique qu'en 1950. Donc voilà, et on explique ça par l'évolution de la société. C'était un signe de modernité à un moment donné d'utiliser du plastique, le tout jetable. C'était plus pratique pour les foyers, c'était plus pratique aussi pour la santé. Donc il y a plein de secteurs qui se sont emparés du plastique, et c'est comme ça que on s'est retrouvé avec cette matière qui a envahi notre quotidien.
Alors, ce qui est assez paradoxal dans le développement de la parkésine, c'est que ce matériau aurait été développé à un moment où il y avait une pénurie d'ivoire et qu'on en avait besoin pour le développement de divers objets du quotidien. Et que du coup, la parkésine aurait été développée justement pour pallier à cette pénurie et trouver un nouveau matériau qui aurait moins d'impact sur les éléphants, les tortues. Voilà, c'est assez paradoxal. Il faut savoir que depuis quelques années, la production mondiale de plastique a explosé. En 30 ans, elle a triplé pour passer de 117 millions de tonnes dans les années 90 à 367 millions de tonnes en 2020. Au début des années 2000, notre production de déchets plastiques a augmenté davantage en une seule décennie qu'au cours des 40 années précédentes. Près de la moitié de toutes les matières plastiques jamais produites l'ont été depuis 2004. Selon les projections de l'ONU Environnement, la production de plastique atteindra le milliard de tonnes en 2050. Ça, c'est pour la production du plastique. Si on savait gérer, il n'y aurait pas de problème. Mais en fait, on ne sait pas. Donc, notre consommation de plastique génère des déchets plastiques. Une fois créés, ces déchets ne disparaissent pas. Vous connaissez peut-être ces chiffres. Le temps que mettent les objets plastiques à se dégrader dans la nature. Un masque jetable ou une bouteille plastique, c'est 450 ans. Un filet de pêche, c'est 600 ans. Un sac plastique, c'est 20 ans. Un mégot de cigarette, 10 ans. Si les déchets plastiques ne disparaissent pas, ils s'accumulent, puis ils se dégradent, lentement, se fragmentant jusqu'à devenir microplastiques, jusqu'à envahir absolument tout. C'est ça, la pollution plastique. Je suis François Galgani, je suis océanographe. Je travaille à l'IFREMER, je suis basé en Corse pour des raisons historiques, mais j'ai travaillé dans le monde entier, en fait, j'ai navigué dans le monde entier et j'ai travaillé beaucoup en aquaculture et on travaille sur la pollution plastique, moi et le laboratoire et l'équipe, depuis 1992. Et on a probablement été parmi les tout premiers, en tout cas les tout premiers en France, à travailler sur le sujet. On a une spécialité qui concerne la pollution plastique sur les fonds marins. En 92, en complément de ce que je faisais dans le domaine de l'écotoxicologie, on s'est aperçu qu'il y avait très très peu d'informations sur la pollution plastique, donc on a commencé à compter les sacs plastiques. Et puis au bout de quelques années, on avait beaucoup de données, on a commencé à publier. Pendant très longtemps, on est resté, anonyme sur ce sujet-là, parce que c'était pas aussi flagrant que maintenant. C'est la vie de tous les jours, les déchets en mer, la pollution plastique en mer, ce sont les déchets de tous les jours. Donc c'est important parce que ça veut dire une perception du public qui est très différente de certains grands autres problèmes environnementaux. Et puis également, il y a des particularités qui font que si les plastiques sont partout, les impacts ne sont pas forcément partout. Et donc c'est beaucoup plus complexe que simplement voir un plastique sur une plage. Ça implique énormément de choses. Voilà. Le plastique en lui-même, il est utile. Il y a plein de choses, y compris les bateaux qui sont en polyester et autres, qui sont faits de polymères. Mais le problème, c'est la fin de vie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer un produit plastique lorsqu'il est en fin de vie, une fois qu'il a été utilisé. Alors, il peut être utilisé des années, parfois en quelques secondes simplement, pour les plastiques exogènes. Mais si on arrivait à gérer, disons, cette fin de vie, à ce moment-là, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes. Pourquoi les déchets plastiques ont-ils envahi nos océans, nos plages? D'où viennent-ils? En 2021, une étude du Marine Litter Lab de l'université de Cadiz révèle que 80% des déchets océaniques en Europe sont constitués de plastique. Mais l'étude va plus loin. 4 types de déchets seulement constituent 44%, près de la moitié, de cette pollution plastique marine. Les sacs plastiques, les bouteilles, les emballages et les contenants alimentaires. La pollution plastique est faite des objets de notre quotidien, des objets que chacun de nous utilise. L'océanographe australienne Denise Ardesti a consacré sa carrière à l'étude de la pollution plastique. Ces objets du quotidien, elle les a rencontrés au bout du monde et elle les a vus proliférer au cours de sa vie. Elle a vu l'impact dramatique que ces objets pouvaient avoir à des milliers de kilomètres de toute vie humaine. L'une des premières fois où j'ai vraiment pris conscience des impacts environnementaux de notre vie quotidienne, de notre société du tout jetable et des produits que nous utilisons, c'est lorsque je travaillais sur les îles de Midway. Les îles de Midway sont des îles très isolées au milieu du Pacifique, qui se trouvent dans la zone que les gens appellent le 7e continent de plastique. Vous savez, c'est un de ces grands gyres qui s'accumulent au milieu de l'océan. Midway est une très petite île. Vous pouvez en faire le tour en 15 minutes, à peine.
J'étais là-bas pour mener une étude sur les albatros reproducteurs. Je prenais des photos sur ces îles, notamment des albatros morts. Le sort de ces albatros est très connu maintenant, notamment grâce à Chris Jordan, qui a participé largement à leur diffusion. Là-bas, on ramassait une quantité incroyable de déchets plastiques, notamment beaucoup de briquets. Il y a un entrepôt sur l'île qui est rempli du sol au plafond de caisses et de caisses contenant uniquement des briquets. Et ce sont tous des briquets qui ont été ramenés à terre et régurgités par les oiseaux de mer qui viennent sur l'île pour se reproduire. Il faut s'imaginer que lorsque ces oiseaux naissent, ils quittent l'île et s'envolent en plein océan pour au moins 6 ou 7 ans, sans toucher la terre ferme. J'ai vraiment vu des animaux morts, des oiseaux morts qui avaient, par exemple, des brosses à dents, des bouchons de bouteilles, 3, 4, 5 briquets dans leur estomac. Ça a été très très éprouvant pour moi. Et je vous parle de ça, mais c'était il y a 10 ans. Quand j'étais petite, nous n'avions pas autant de déchets plastiques qui jonchaient nos côtes qu'aujourd'hui. Quand je suis allée aux Galapagos, par exemple, au début des années 1990, c'était hyper propre. Il n'y avait pas de déchets partout. Et quand j'y suis retournée quelques années plus tard, la quantité de plastique et de très très petits morceaux de plastique, j'ai tout simplement halluciné. J'ai vraiment vu, tout au long de ma vie, cette évolution. Comment notre mauvaise gestion du plastique dégrade à la fois nos terres et nos mers. Ce que Denise Ardesti évoque, c'est un des lourds tributs que paie notre planète tout entière pour notre addiction au plastique. En quelques décennies, nous sommes passés de la libération à la dépendance, d'un mouvement de création à celui de destruction, et du paradis à l'enfer. Dans le prochain épisode des Déferlantes, nous plongerons au cœur de cette addiction pour enquêter sur le vrai coût du plastique. Pour les habitants des océans, les hommes et notre planète. Quels sont les risques, les victimes, mais aussi les inconnus. Vous avez écouté Les Déferlantes, un podcast réalisé par The Sea Cleaners, avec une musique originale d'Antonin et Tiarax, mixée par Karim Skakni et illustrée par Cosmo.